une seule phrase. Qu'est-ce que tu veux dire à la communauté libanaise et arabe que je travaille fort, qu'il devient militant en arrière de toi, en arrière de ton dos, notre prochain Premier ministre? C'est à vous. Je veux dire, tout d'abord, un énorme merci à la communauté libanaise, arabe, pour tout ce que vous faites pour le Québec. Et on a besoin de vous. Et voilà, on va ramasser à l'arrière de M. Pablo. Bye. Lors d'un événement politique auquel j'ai eu la chance d'assister, j'ai aperçu un ancien ministre, un chef politique, figure emblématique de la scène politique nationale. Le voir en personne, écouter son discours et observer son attitude m'a profondément impressionné. C'était un moment à la fois inspirant et instructif. ¿Quién habla español aquí? Más o menos la mitad. ¿Quién no habla español? Yo no entiendo. Qui est-ce qui parle pas espagnol ici? Ok, donc on va faire ça en français, puis un petit peu d'espagnol. Tout d'abord, un énorme merci Orlando, merci de nous savoir. Je connais Orlando quand il était grand là. Et on avait travaillé ensemble sur la production de vidéos. Ça a été à la fois un coup de foot professionnel, mais aussi personnel. Ça a vraiment cliqué entre nous et merci de nous savoir aujourd'hui. Et merci à toi, Nargis, tu as fait les bouchées, hein? Alors, un énorme bravo à Nargis qui a fait les bouchées. Alors, très heureux de vous voir ce matin. Hier soir, j'étais à Chicoutimi. Non, j'étais à Roberval, je me perds. J'étais à Roberval. La veille, j'étais à Chicoutimi. Je fais le tour du Québec sans arrêt. La semaine dernière, j'étais à Chibougamau. Qui a été à Chibougamau? Pas encore. Ok, c'est bon. Et la semaine prochaine, je m'en vais à La Tuque, à Abitibi par la suite, et ainsi de suite. Et c'est ça, c'est faire le tour du Québec pour aller rencontrer les Québécois. Peut-être qu'un mot sur moi, si plusieurs d'entre vous ne me connaissent pas. Donc, Pablo, né en Argentine, est arrivé ici comme fils de réfugié politique. Donc, on est arrivé ici, j'allais avoir 8 ans. Je ne parlais pas un mot de français, ni d'anglais non plus, aucun des deux. Je parlais juste espagnol. Le premier mot que j'ai appris, c'est ici. C'est plus facile. Fait que j'allais là, je disais ici. Là, ici. Là, j'étais fort, là, j'étais bon. Mais j'ai commencé rapidement à jouer au hockey. Et chercher des terrains de soccer, il n'y en avait pas. Alors, j'ai commencé à jouer au hockey. Ça fait partie de l'intégration, comme plusieurs d'entre vous l'ont vécu à travers le hockey, à travers la culture, à travers la musique. Mais nous, on arrivait, après une période difficile, mon père avait été emprisonné, il avait été torturé. Ils lui ont fait une simulation de le fusiller avec des balles à blanc. Jusqu'au moment où ils ont mis 2 bombes dans la maison, puis on a tous été blessés. Moi, j'allais avoir 8 ans, je suis volé sur le mur, puis c'est une question de temps avant qu'ils nous tuent. Donc, on est arrivé ici. Et c'est différent. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'on est arrivé ici, on avait tout perdu. Et mon père allait faire du ménage dans les maisons, à Outremont. Et moi, j'allais l'aider. Et aussi, comme beaucoup d'entre autres. Et ma mère allait cuisiner, mais était vraiment mauvaise parce qu'elle ne cuisinait pas en Argentine. Donc, ils l'ont mis dehors tout le temps. Et à travers ça, mes parents ont fait leurs études et ils sont devenus les 2 professeurs, jusqu'au doctorat, professeurs à l'Université de Sherbrooke. Et ce que je veux dire par là, et j'ai grandi à Sherbrooke en passant pas à Montréal, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas que ça soit facile, mais c'est possible chez nous ici au Québec. Avec du cœur au ventre, lorsqu'on travaille fort. Et plusieurs d'entre vous viennent d'ailleurs. Saoul qui est là-bas, qui a été député également aussi. Saoul Polo. C'est possible. Non seulement de bien faire, mais de vraiment réussir et se démarquer parce que la société, notre société ici, nous le permet. Et ailleurs dans le monde, essayer de faire ça, de venir d'ailleurs et d'être ministre et ainsi de suite. Mais encore une fois, c'est pas que ça soit facile. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est facile. Mais en même temps, ceux qui disent que c'est impossible, c'est pas vrai que c'est impossible. On peut lorsqu'on veut. On peut le faire dans le secteur des affaires, on peut le faire dans le secteur politique, on peut le faire dans le secteur culturel, on peut le faire dans le secteur de la production de vidéos et autres. Ça prend du corps au ventre. C'est ça que ça prend. Et moi, je suis arrivé ici à cet âge-là que je ne parlais pas un mot et qu'on allait à l'armée du salut. Parce qu'on n'avait pas d'argent pour s'habiller. Moi, je m'en souviens, ma première raquette de tennis, ça coûtait 25 cents, on se promenait dans les tables, j'avais acheté une raquette de tennis. Et parfois, on allait aussi au comptoir alimentaire parce qu'on n'avait pas assez pour manger. Mais aujourd'hui, ce petit cul-là,
et chef du Parti libéral du Québec. Et le prochain premier ministre. Et merci. C'est bon, c'est bon. Et ça, c'est à force d'y croire. Mon père, et je suis chef du Parti libéral du Québec, qui est le plus ancien parti de l'histoire du Québec. Et pour ceux qui connaissent moins, c'est le parti qui a donné le droit de vote aux femmes sur les dehors de vous. C'est le parti qui a fait du français la langue officielle. C'est le parti qui a créé la Charte des lois, des droits et libertés de la personne. C'est le parti des grands barrages hydroélectriques. C'est le parti qui a créé Hydro-Québec. En fait, c'est le parti qui a façonné le Québec moderne d'aujourd'hui, tant au niveau économique que social. Donc, oui, l'assurance maladie. Là, j'aurais pu continuer, Ralph. Oui, je vois que tu as ta liste dans ta poche. Et c'est un honneur et un privilège d'avoir été choisi pour diriger ce parti-là. Mais avant ça, j'ai aussi été ministre longtemps à Ottawa. J'ai gagné 6 élections fédérales. J'en ai dirigé 3 au Québec, qu'on a gagné les 3. Et j'ai eu le privilège d'être nommé 4 fois au cabinet. Et c'est un privilège énorme et considérable. Et il y a peut-être dans ça certains d'entre vous qui vont avoir cette opportunité-là d'être élus, de siéger au sein du cabinet. Et moi, ce qui m'a amené là, ce qui m'a motivé, c'est la volonté de changer le monde. C'est d'améliorer la société. C'est pour ça qu'on va en politique. Pour améliorer la société. Pour les futures générations. Pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Pour vous aussi. Et mon père m'a toujours dit, il n'y a pas d'instrument, il disait à l'espagnol, il n'y a pas d'outil parfait pour améliorer le monde et la société. Le meilleur outil dont dispose l'être humain jusqu'à maintenant, c'est la politique. C'est comme ça, c'est ça qu'on a de mieux pour changer la société. Et c'est là-dedans que je me suis embarqué quand j'étais petit cul, avec cette volonté de vouloir changer le monde. Et c'est cette même volonté qui m'anime et qui brûle en dedans de moi pour vouloir améliorer la société, faire en sorte qu'il n'y ait plus d'enfants qui aillent à l'école le ventre vide, développer notre économie parce qu'il y a tellement de potentiel. Hier, je le disais tantôt à Chicoutimi, il y a tellement de choses qu'on pourrait faire mieux et qu'on ne fait pas. Remettre sur pied le système de santé qui tient avec la broche. Permettre à le système d'éducation d'être beaucoup plus efficace. Garder nos professeurs qui quittent. Il y a énormément de défis auxquels vous, et chacun d'entre vous, pouvez participer. Vous avez cette capacité, cette force intérieure-là. Vous n'êtes pas obligé de le faire à travers l'action politique, vous pouvez le faire d'autres façons, mais de contribuer à la société. Et moi, je suis revenu d'Ottawa, vous savez, j'ai traversé le pont, je ne sais pas ce qu'ils ont vu, mais j'ai traversé le pont. Et tout le monde a vu que je traversais le pont. Hein? Oui, non, mais c'est drôle parce que après que j'ai traversé le pont, puis on pensait que tout le monde en parle et tout ça, puis là, après ça, je dis aux gens, levez la main ceux qui m'ont vu traverser le pont. Fait que là, tout le monde voulait. Là, je dis, levez la main ceux qui se rappellent d'un de mes discours. Pendant des mois, j'étais le gars qui avait traversé le pont. Mais la raison pour laquelle j'ai traversé le pont, et croyez-moi, j'étais bien. J'étais ministre des Transports du Canada, j'étais lieutenant du Québec, j'étais dans un comté que je gagnais par un écart de 20 000 fois. Que j'aurais continué à gagner et gagner parce que les gens me faisaient confiance. Il y en a ici dans la salle. Mais j'ai tout laissé ça pour faire une campagne de 9 mois sans salaire, sans rien. Parce que je n'aimais pas ce que je voyais au Québec. Je n'aime pas le discours de la CAQ qui divise. Montréal contre les régions, les francophones contre les anglophones, le pointage du doigt contre les immigrants. Les immigrants sont responsables de tout, de la crise du logement, de tout. C'est pas nous, ça. C'est pas québécois, ça. Et ça doit changer. On doit le changer. Il y a des choses que j'entends, que j'entendais, que j'aime pas du tout, et je veux les changer. De la même manière que je veux agir sur l'économie. On est surendetté d'un côté, mais là on se dit, oh mon Dieu, on a 14 milliards de déficit, ça doit aller mieux au niveau de la santé ou de l'éducation. Levez la main ceux qui pensent que ça va mieux en santé actuellement. Hey, Ralph, toi, tu vas au privé solide. C'est pas le temps d'être malade. Qui pense que ça va mieux au niveau de l'éducation? Personne. Alors ce Québec-là, on perd des opportunités incroyables tout en se divisant. Prenez le débat sur la souveraineté actuellement. Il y a ceux qui votent oui, puis il y a les autres qui... Et c'est comme si on est moins québécois parce qu'on n'en veut pas de référendum.
Mais il y a aussi des souverainistes qui n'en veulent pas de référendum. Et c'est correct. On n'est pas obligé de vouloir un référendum. Moi, j'étais porte-parole en 1995. C'était le moment le plus divisif de l'histoire du Québec. Et ce que je disais l'autre jour, c'est que là, ça va mal à cause de la CAQ. Mais quand les choses vont mal, on change de gouvernement, pas de pays. Pas le pays. Et on alors, je suis revenu aussi pour ça. Parce que je ne voulais pas de référendum, parce que le référendum, c'est divisif et ça pointe beaucoup du doigt très souvent. Et ça fait mal au tissu social. Et j'en veux plus de ça. Je veux un Québec fort, je veux un Québec fier, je veux un Québec pour tous. C'est ça que je veux faire. Je suis ici pour ça. Avec vous, avec des Québécois partout. Je l'ai vécu à Chicoutimi, les gens, je prenais des selfies, je disais, oh, Chicoutimi, oh. Oui, je suis entré dans une brasserie, et toutes les selfies ici et là. Mais il y a quelque chose qui se passe au Québec. Il y a encore énormément à faire, mais il y a quelque chose qui se passe au Québec, puis on va le faire. On va le faire ensemble. Alors, un énorme merci d'être ici. Je vais m'arrêter là, je pourrais parler un moment. J'ai fait un discours de 38 minutes la fin de semaine passée. Et, oui, il y en a qui sont encore, qui sont venus encore à matin, qui n'ont pas eu assez. Alors, un énorme merci d'être là. Merci de ce que vous faites. Merci pour ce que vous continuez de faire à votre façon pour la société. Merci. L'équipe de M. Pascal Fadi Saïd s'engage dans la vie politique avec fierté et enthousiasme, marquant ainsi le début d'un nouveau parcours. La vie est un défi constant qui requiert courage, patience et travail. Grâce aux personnes qui ont réussi dans leur parcours, j'ai tiré de nombreuses leçons. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir, vraiment le grand plaisir d'avoir avec nous 4 autres modèles de réussite, de belles personnes qui sont venues pour partager avec nous aussi que c'est possible et qu'il faut qu'on le fasse ensemble, que tout continue à ce que ça reste possible. Donc je vais demander honneur aux dames, à Lorena Meneses de nous rejoindre. Donc c'est notre première applaudissement, s'il vous plaît. Alors Lorena, on s'est connus depuis un moment. C'est une personne qui incarne vraiment le leadership au féminin, véritablement avec ses parents, rêvant d'un avenir à bâtir au Québec. 15 ans plus tard, elle est à la tête de Bevapac, qui est une usine de co-packing innovante spécialisée dans la fabrication et le conditionnement de breuvages en canette. Donc, elle a décidé d'élargir son champ d'action. Et cette usine accompagne les marques dans la conception, la production et le conditionnement de breuvages éco-responsables. Son nouveau chapitre lui permet de mettre son expertise agroalimentaire au service de l'innovation. Donc en 2021, Femmes et Sœurs l'a reconnue parmi les 100 entrepreneurs
québécoise qui change le monde en soulignant la contribution à plusieurs objectifs de développement durable de l'ONU, dont l'autonomisation des femmes, la croissance économique inclusive et les modes de production responsables. Donc, merci beaucoup, Lorena, d'être là. Le second, celui qui nous reçoit très gentiment chez lui, Orlando Reagada, s'il vous plaît. Il est né au Chili, comme le pays de ma grande sœur. Mon voisin. Établi à Montréal depuis plus de 20 ans. Orlando est un créateur de récits visuels qui fait dialoguer les cultures et les imaginaires. Par son travail documentaire, il explore les identités hybrides, la diversité culturelle et les défis sociaux contemporains dans une approche profondément humaine et ancrée dans la réalité québécoise. En 2007, ils fondent Pimiento Media, une maison de production indépendante qui développe des documentaires, séries et contenus multiplateformes. À travers ces productions, Orlando s'attache à raconter le Québec dans toute sa diversité, ses ancrages, ses contradictions, ses métissages. Et parmi ses œuvres marquantes, c'est Drôles de culture, une série sur l'immigration et les parcours d'intégration, Américologie, qui explore les solutions novatrices aux enjeux sociaux et environnementaux à travers les Amériques. Donc, merci beaucoup d'être là. Je suis sûre que je n'ai pas dit le 1% de tout ce que Ça, c'est ChatGPT. Non. Je suis convaincu parce qu'il y a des choses que je ne comprends même pas. C'est sur votre site. Je suis pas payé quelque chose. Luis Felipe, notre second panéliste, Luis Felipe Cisneros Martinez, qui est professeur de directeur scientifique à HEC Media. Il est professeur à HEC depuis près de 20 ans. Luis Felipe est une figure incontournable de l'écosystème entrepreneurial québécois. À travers son enseignement, sa recherche et son engagement institutionnel, il œuvre à former les bâtisseurs de demain et à renforcer les liens entre le monde académique, les entreprises et la société civile. Il est diplômé d'HEC Paris, de l'Université Paris-Dauphine, du MIT Sloan School of Management. Il a fait du Québec son terrain d'action et d'innovation. Alors, Luis Felipe, il forme et il incube nos entrepreneurs. Il a beaucoup d'idées qu'il va vous partager dans le Québec Inc., mais je vais vous laisser en parler. Et Sergio Escobar qui va venir nous rejoindre, lui, reprend. Lui, comme il vous le dira si bien, il reprend les jeunes formés par Luis Felipe pour les propulser et l'internationaliser, fait que ce sont deux personnes qui se complémentent parfaitement. Donc il est originaire de Bolivie, il s'installe au Québec après avoir obtenu une bourse du gouvernement québécois. Son premier pas au Canada marque le début d'un parcours exemplaire façonné par la persévérance, la curiosité et la volonté de bâtir des ponts entre les continents. Sergio s'impose comme un pionnier du capital de risque corporatif au Canada. Il est aujourd'hui PDG de BCF Venture, l'un des premiers fonds de capital risque d'entreprise au pays, et PDG de la Lot Ventures, le family office de Mitch Garber. Donc, sous sa direction, ces fonds soutiennent des startups technologiques à fort potentiel, en phase de croissance et d'internationalisation partout en Amérique du Nord. Donc, vous voyez, ce sont des grands modèles de réussite qui sont aujourd'hui venus nous partager un peu leur vision des choses, puis leur parcours. Aujourd'hui, on a voulu que ce soit vraiment un café, discussion, où on partage des moments. Donc, je commencerai par Lorena, puis je vais passer le micro pour nous expliquer un peu son parcours, ce qu'elle a trouvé de facile, ce qu'elle a trouvé de plus difficile et ce qui mériterait un peu de trouver des solutions. Bonjour tout le monde, merci de l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être ici. En fait, ça fait 13 ans que je suis entrepreneur. J'ai commencé dans la transformation. En fait, j'ai toujours été dans la transformation alimentaire. J'ai commencé par un modèle d'affaires différent. J'ai ramené du café, je vais faire les ponts entre la Colombie et le Québec. Ramener un peu de la culture, de ce qu'on pouvait faire. Les plats et... Donc, l'affaire a un peu évolué. J'ai fait des formations à l'international et ensuite j'ai ramené café infusé à froid au Québec. J'étais la première à ramener cette technologie-là, ce genre de breuvage ou des transformations
j'ai eu accès à différents fonds d'investissement. C'est une des parties qui a été le plus difficile, commencer à zéro, puis surtout en étant une femme issue de l'immigration. Donc, il a fallu que je m'éprouve beaucoup en chemin, que je fasse beaucoup mes devoirs pour que les gens croient au plan d'affaires, croient à ce que je faisais. Donc, présentement, j'ai une usine complète de transformation alimentaire où on fait en moyenne 40 000 canettes par jour. J'ai fait toutes sortes de breuvages. Donc, que ce soit pour des gens qui vont vendre à la SAC, Costco, toutes les grosses chaînes alimentaires allemandes. On a toutes nos certifications alimentaires les plus exigeantes du Canada au complet. Donc, c'est vraiment une fierté de pouvoir accompagner des entrepreneurs aussi qui veulent s'élancer en affaires, qui veulent créer une marque, qui veulent aller plus loin dans la transformation. Bravo! Merci beaucoup, Lorena. Puis là, on passerait à Brando. Je laisserai remettre au goût du jour ce que j'ai dit. Fait que bâtisseur de pont. Merci pour l'invitation. Moi, je vais commencer peut-être avec une petite anecdote. Je me rappelle, en sortant de l'Université de Montréal, on cherchait un job. On était avec un associé et on a commencé à faire des vidéos pour rater. Je ne sais pas comment, il est arrivé à un bureau de M. Gagnon quelque chose. Et j'ai notre client, c'est M. Pablo Rodriguez. Peut-être qu'il parle espagnol. Je rentre dans le bureau, je vois un monsieur avec une photo de Che Guevara géant. Derrière. Ah, lui là, c'est quelqu'un de ces gars-là, c'est ça. Moi, je pense qu'on va bien s'entendre. Et effectivement, c'est lui qui m'a donné ma première chance comme producteur. Je pense que ce que j'ai fait maintenant et que j'ai tout le temps voulu faire, c'est essayer d'avoir une espèce de retour d'ascenseur. Je pense que quand on arrive ici, et au début, quand tu ne parles pas très bien français, tu ne prononces pas très bien tes mots, les gens te disent « Quoi? Qu'est-ce que tu dis, toi ?» C'est difficile. C'est surtout quand tu veux faire un métier comme le mien, que c'est la production télévisuelle, où il n'y en a pas beaucoup de gens de couleurs. Maintenant, on a de plus en plus, mais c'est un milieu ici et partout dans le monde, c'est un métier qui est très élitique. C'est l'élite intellectuelle, l'élite politique, l'élite, la bourgeoisie qui ont fait des bonnes écoles. Moi, j'ai parlé à Brevet, okay. Même mes enfants, oui. Mon fils, j'ai envoyé là. Ça m'a coûté cher, mais je crois que, comme disait bien Pablo, et je ne vais pas parler de mon parcours parce que ça va être un peu plat, mais je crois que quand on arrive ici, avec un rêve, avec une idée, c'est possible. Moi, je suis arrivé à l'Université de Montréal et je disais, les profs me disaient, OK, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais être producteur. Et mes copains des classes, ils se foutent de baguette. Tu ne parles même pas français, toi, comment tu vas être producteur? 10 ans plus tard, il y en a beaucoup qui m'ont envoyé mon CV. Je dis, hey, on cherche un job. Donc, je crois que ma leçon, c'est vraiment aller jusqu'au bout. Je pense que c'est une place, le Québec, une place d'opportunité. Maintenant, c'est un moment charnière, et je suis d'accord avec Pablo, qu'il faut créer cette espèce de nouvelle vision, un nouvel environnement où on arrête de se diviser, on arrête de se chicaner pour l'économie. Quand on a vraiment... J'ai fait le tour de la planète avec mon travail, j'ai vu dans les marchés du cinéma et de la télévision, et on a une force créative incroyable ici. Jeux vidéo, cinéma, télévision, et je pense que ça c'est un demande pour monsieur si vous êtes Premier ministre, vraiment renforcer la culture. Je pense que quelque chose que j'ai appris justement de mon ex-femme qui est là, c'est que le Québec et le Canada, il y a un concept que je ne vois pas ailleurs, c'est un choix de société. Comme choix de société, la culture est importante. Et je n'ai jamais vu aucune partie de toutes les couleurs qui n'a pas mis son cash sur la table pour continuer à créer, pour continuer à renforcer la forêt, pour renforcer le Québec, pour renforcer tout ce qui est notre culture et notre langue, le français. Même si je suis francophone par l'alliance, comme je dirais. Mais je crois qu'on a une langue qui est riche, une culture qui est très riche et il faut qu'on continue à la défendre. Je pense que Pablo, il représente ça. Je pense que pour ça, je suis là. Merci. On est fiers de vous. C'est parfait. Wow. J'ai pratiqué tout le temps. Chapeau. Il vous a donné le micro, c'était parfait. Mais en tout cas, c'est une première expérience. C'est sûr que c'est toujours difficile.
former des jeunes, c'est tout un challenge. Je sais que vous formez plusieurs, je sais que vous voyez certains défis, surtout dans certaines communautés. Je sais que vous avez une belle vision de ce que devrait être le Québec inclusif et que je vais vous laisser développer cette idée. Et, Merci. Merci beaucoup. Bon, tout d'abord, pour dire que je suis très content d'être ici. La semaine dernière, en relation à ce qui s'est parlé, j'ai parlé sur l'écosystème à des journalistes, l'écosystème entrepreneurial, et un journaliste m'a dit « Mais vous vous sentez plus québécois ou mexicain ?» Et je lui ai dit ben, comme j'ai dit souvent, je me sens un cactus à l'érable. Je suis bien intégré, je me sens un Mexicois. Je suis un Québécois, mais je ne perds pas ma mexicanité. En tout cas, l'accent, il reste. Ça fait 25 ans que je n'habite pas dans mon pays d'origine et j'ai encore les mêmes accents, je pense les garder, j'espère. Donc, écoutez, ça fait 20 hivers que j'habite au Canada, au Québec. Bon, les Mexicains ont compte en hiver. Et très content d'être ici, mais quelque chose sur lequel je travaille, c'est qu'effectivement, quand je suis arrivé, j'ai vu que le Québec, le Canada, c'est un pays d'opportunités. Si tu fais vraiment des efforts, si tu essayes de jouer les jeux, si tu fais ton réseau de contacts, si tout travaille bien, tu peux monter. Cependant, c'est pas la même chose pour tout le monde. J'ai écrit un article avec ma femme. On a commencé à travailler d'abord sur l'entrepreneuriat féminin et on a écrit un article qui s'appelle, qui a fait beaucoup d'articles académiques, qui s'appelait l'escalier de glace. Et on disait que l'entrepreneuriat, c'est comme un escalier, tout le monde doit monter des marches, c'est difficile, ouais. Mais on disait, vous savez, il y a des maisons à Montréal que les escaliers sont à l'extérieur, métalliques. Donc il dit, pour les hommes, c'est monter à l'intérieur avec les chauffages, et pour les femmes, c'est à l'extérieur en hiver. Ouais. Faire glacé avec 2 gamins en train de monter. Et la preuve, c'est que, heureusement, il y a des rampes, il y a des programmes, il y a des exemples pour les aider. Bon. Pour les personnes immigrantes, c'est encore plus tôt. C'est-à-dire que tu peux avoir des succès, tu peux avoir des soutiens, mais c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus compliqué. Et les personnes immigrantes, c'est notre réservoir entrepreneurial qu'on n'exploite pas. J'ai la chance d'être co-auteur de l'indice entrepreneurial québécois. Pour vous donner une idée, depuis 2009, l'intention entrepreneuriale au Québec n'a pas arrêté de monter. Ouais. Cependant, on a moins d'entrepreneurs en moyenne aujourd'hui qu'en 2009. Même s'il y a plus de choses à la télé, avant c'était 7%, aujourd'hui c'est 5,9%. Dans tous les pays au monde, sauf le Canada et la Turquie, quand l'intention entrepreneuriale monte, la création d'entreprise monte. Ici non. Ici non. Et une explication, je vais vous donner un autre indicateur aussi. Il y a quelque chose qui s'appelle le Global Innovation Index qui mesure les niveaux d'innovation d'un pays. Ouais. Donc, il est divisé en deux. Innovation Input, Innovation Output. Innovation Input, c'est la création technologique et des sciences, les recherches qu'on fait, les moyens qu'on met à la recherche. Le Canada est parmi les 10 premières toujours. Mais après, il y a Innovation Output, la mise en marché de cette innovation et les brevets. Là, on tombe au 27. Exact. Ouais. Là, on tombe au 27. Et cependant, il y a d'autres pays que c'est 6, 6, 7, 8. Nous, on passe de 8 à 27. Donc, il y a plusieurs explications, mais une des explications, c'est que le bien de notre pays est très inclusif. Notre écosystème entrepreneurial n'aide pas autant. Il y a des entrepreneurs ici que j'ai accompagnés, moi-même, plusieurs. Et donc, si nous, on a des programmes universitaires, si tu as un visa d'étudiant, il faut dire que la majorité des personnes dans nos laboratoires, c'est des étudiants internationaux, ici comme dans d'autres pays. Ouais. Et beaucoup de personnes dans nos incubateurs, c'est des étudiants internationaux. Quand tu as un visa d'étudiant, tu as les droits, tu as les obligations, tu montes ton entreprise, tu as l'obligation de payer ton impôt, mais tu n'as aucun droit. Ça veut dire que tu n'as pas les soutiens des subventions, tu n'as pas accès au financement. Même les programmes de financement
pour les immigrants n'ont pas d'accès pour les étudiants internationaux parce qu'il faut avoir ton certificat d'acceptation de Québec. Or, si tu es étudiant, tu ne peux pas le demander. Et donc, on a des programmes pour attirer des immigrants venir entreprendre ici. Et ces personnes que peut faire venir ne connaissent ni la culture, ni sont formés. Nos étudiants, ils sont formés par nous, ils sont la culture, ils sont un réseau. Et cependant, on continue à les mettre beaucoup d'obstacles. Donc, tous ces brevets qui sont développés, ils vont être mis en place dans d'autres pays. Et quand je parle avec des journalistes, ils me disent, oui, mais imaginez-vous, on les donne un soutien de 5 000 à un étudiant international, des postdoctorants, pour créer son entreprise. Et s'il part? J'ai dit, c'est sérieux la question? J'ai dit, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a un postdoctorat, qui est venu avec sa femme, ou avec son chum, avec ses enfants, il va dire, oh, 5 000 $, je vais rentrer à Guatemala ou au Mexique? Il n'arrive même pas à payer les billets d'avion de toute sa famille avec cet argent. Je dis, non mais, je lui ai dit, donnez-moi 2 exemples de personnes qui ont fait ça et j'ai démissionné. Et après, il ne me contacte plus. Non, je ne les fais pas. Je ne les fais pas plus long. Une autre chose importante, c'est que les 2 communautés qui entreprennent les moins au Québec, c'est les personnes d'origine asiatique et les latino-américains. Les latino-américains, en moyenne, on est... Tout le monde dit, non, mais je connais plein. Oui, mais en moyenne, malheureusement. Ce que c'est étrange chez les latino-américains, c'est qu'on est surreprésenté dans l'accompagnement. Il n'y a pas un programme d'accompagnement, de financement dans lequel on n'a pas de latinos. Donc il faut faire des efforts pour mettre de l'avant des modèles des entrepreneurs pour encourager. Mais j'ai fini avec ça. Moi, je prends beaucoup pour un programme qui a été mis dans d'autres pays qui s'appelle étudiant entrepreneur. Ça veut dire que si tu veux entreprendre, tu peux te faire accompagner par un incubateur, accélérateur universitaire ou pas. Et ce programme va t'accompagner pour pouvoir avoir accès à des financements et à la même condition que quelqu'un qui a la résidence permanente ou la nationalité. Le Québec Inc. était formé pour que les francophones puissent entrer en business. Et moi, j'aimerais qu'on évolue de Québec Inc. au Québec Inc. de toutes les autres communautés. Merci beaucoup. Et comme il le dit, il y a des preuves ici que c'est possible. Donc, merci beaucoup, Luis Felipe. Et écoutez, Luis Felipe, il se charge de trouver des solutions à tout ça. Puis Sergio prend les meilleurs, il les propose avec les envois internationaux. Merci Sergio d'être là, avec la relève qui est venue voir. Puis j'aimerais aussi dire à tous ceux qui écoutent et qui aiment ce message-là, la semaine de l'entrepreneuriat va venir dans quelques mois. Nous allons organiser une semaine de l'entrepreneuriat, une journée pour discuter plus en profondeur de la capacité de s'ouvrir à d'autres marchés, la diversité de marchés qui est importante. Donc pour l'instant, je vais passer le micro à Sergio qui va vous donner un avant-goût. Merci Nargis, merci Monsieur Rodriguez, Parti libéral. C'est un honneur d'avoir un latino au sein de la Parti libéral du Québec, le plus vieux parti. Écoutez, vous avez entendu, j'ai un petit accent français, c'est pas tout à fait ma faute. Moi, je suis issu du réseau de soutien gouvernementaux de la France et du Québec. Quand j'étais petit en Bolivie, qui est par ailleurs à l'époque était le pays le plus pauvre des Amériques après Haïti, et le gouvernement français donnait des bourses pour des Boliviens qui voulaient étudier dans l'école, dans le lycée de l'ambassade française. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à débuter l'école primaire dans l'école française là-bas en Bolivie. Et par la suite, le gouvernement du Québec donnait aussi des bourses pour des Boliviens francophones qui voulaient faire des études universitaires. Donc c'est comme ça que j'ai déménagé à la ville de Québec d'ailleurs, à l'Université Laval, pour faire des études d'ingénieur comme étudiant boursier. Et par la suite, avec les programmes du gouvernement du Québec, pour faciliter que les étudiants internationaux puissent travailler au Québec, j'ai eu un permis de travail pour étudiants étrangers. Et par la suite, j'ai pu accéder à la résidence permanente. Et maintenant, je suis citoyen canadien depuis plus de 20 ans. Donc c'est important de soutenir les étudiants qui veulent venir au Québec et améliorer la société. Quand je suis venu ici, je croyais que personne n'allait connaître, mais tout le monde m'appelait Pablo. Et tout le monde croyait que j'étais colombien.
Je disais non, je suis pas colombien, je suis bolivien. Je m'appelle pas Pablo, je m'appelle Sergio. Et je me suis rendu compte que tout le monde ici au Québec avait vu toutes les nouvelles sur Pablo Escobar en Colombie. Je suis Sergio Escobar, je suis bolivien, c'est vrai. Ouais, mais c'est la même famille. Non, il y a pas mal de 10, 15 millions de. C'est comme Tremblay. C'est tout la même chose. Moi, pourquoi j'ai choisi le Québec, mis à part la bourse, parce que j'avais aussi une bourse du gouvernement français, c'est parce que toute l'image qu'il y avait du Québec, qu'on rayonnait de façon internationale, depuis l'expo des années 70, des années 80, le Canada, Trudeau, c'était que le Québec et le Canada, c'est un pays d'opportunité. C'est là le pays où le rêve américain que n'importe qui dans le monde songe est encore vivant. Et il y avait toute l'image internationale ici au Québec, au Canada. Il ne manque pas de talent, il ne manque pas de cerveau, il ne manque pas de ressources. Tout est là pour faire. Et c'est un pays énorme. Donc c'est sûr pour quelqu'un qui venait d'un pays parmi les plus grands d'Amérique du Sud, c'était un terreau fertile pour développer quelque chose. Moi je suis né ingénieur, pourquoi? Parce que comme Pablo, moi je voulais aider les gens. Je viens d'un pays plus pauvre où Che Guevara est décédé, et tous les Boliviens, nous avons ce désir d'aider les autres, d'aider autrui. Et je me suis rendu compte qu'à travers la technologie, il n'y a pas tellement de biais vis-à-vis de la race, la religion, parce que c'est un secteur qui est quand même ouvert à tout le monde. Donc j'ai pu m'épanouir et me développer sur cela. Et je me suis bâti une carrière comme bâtisseur de ponts. C'est assez drôle, mais j'ai trouvé, parmi les caractéristiques latinos, sont très débrouillards. Nous cherchons une opportunité quand il y a un défi. On ne se plaint pas des défis. On cherche une opportunité, un défi et une opportunité d'affaires. Il y a quelque chose à faire. Et je me suis rendu compte que, si bien ici au Québec, au Canada, tout le monde dit tout est fait. Oui, tout est fait. Mais tout le monde travaille en silo. Et c'est le problème que je vois ici. Donc, il n'y a pas des ponts qui relient un à l'autre. Il n'y a pas un pont qui relie la recherche universitaire avec le secteur industriel. Ils travaillent séparés. Il n'y a pas un lien entre les investisseurs privés et les nouveaux entrepreneurs qui veulent démarrer. C'est séparé. Il n'y a pas de lien entre l'industrie et le gouvernement. C'est toujours entre tirailles. Donc je me suis dit, là, l'opportunité qu'il y en a, c'est de développer les ponts. Aujourd'hui, je travaille comme PDG de BCF Venture. C'est un fonds d'investissement qui est associé au cabinet avocat BCF. C'est le cabinet d'avocats le plus grand de façon indépendante au Canada, avec 100% de propriété québécoise. Et le BCF il voulait contribuer à l'écosystème entrepreneurial. Il m'a approché, il m'a dit Sergio, tout le monde parle que tu as développé des incubateurs, des accélérateurs, parce qu'à l'époque, je faisais venir des franchises d'incubateurs, accélérateurs de Silicon Valley au Québec, au Canada, parce qu'il n'y avait pas d'incubateur, accélérateur 2010. Jusqu'à ce que Luis Felipe est venu, il m'a cassé la business. Il a trouvé l'opportunité de ce que je faisais. J'étais le king Québec, entrepreneuriat technologique, Sergio. Luis Felipe est arrivé au Mexique, Sergio, tu vois. Donc là, quand j'ai vu Luis Felipe, ok, il arrive avec l'université, on va commencer à pivoter sur un autre pont. Le pont entre les compagnies qui sont développées et l'investissement. Et en termes de politique publique qu'il faut faire, c'est ce que je trouve qui a le grand défi pour les prochains gouvernements, s'il veut faire ce ralliement pour augmenter l'entrepreneuriat, l'investissement entrepreneurial au Québec. Il faut travailler entre les ponts, entre l'industrie et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, le fonds d'investissement que nous avons, nous déployons aujourd'hui 5 millions de dollars. Il n'y a pas vraiment l'incitatif fiscal pour les corporations qui décident d'investir dans des startups, des jeunes pousses technologiques. On est plutôt à l'inverse, on est puni. Comment ça se fait que, comme gouvernement, on n'incite pas le secteur public à acquérir des compagnies, à investir dans des compagnies pour qu'il y ait un réseau plus grand? Comment ça se fait que, comme dans la nation start-up qui est Israël, où il y a des programmes de financement qui financent du gouvernement la recherche universitaire pour que ça crée des spin-offs des compagnies technologiques et ensuite le secteur d'investissement privé corporatif puisse rentrer. C'est pour ça que toutes les multinationales montent en Israël. Pourquoi? Parce que toute la recherche universitaire là-bas est financée par le gouvernement israélien, se réalise avec des jeunes pousses technologiques innovatrices, et là le secteur privé arrive et investit. Oui, on prend du profit, mais c'est pour le bien de la société. Et c'est ça qui manque au Québec. On a une recherche incroyable, mais cette recherche fuit le Québec.
Il y a tous les multinationales qui viennent, ils prennent les brevets des technologies et pour leur profit et en dehors du Québec, en dehors du Canada. Donc il y a une grande opportunité à faire pour nous. Il faut qu'on revienne à cette idée des années 80 que le Québec est un terreau fertile. On le rêve, on peut faire tout. Il n'y a pas de manque de cerveau, il n'y a pas de manque de talent, on a tout pour le faire ici. Et je crois qu'avec M. Pablo Rodriguez, on va le faire. Alors, je suis avec notre ami Faisal, qui est venu nous rencontrer aujourd'hui au mois du patrimoine islamique, la fin, la clôture. Il y avait beaucoup de monde, c'était un bel événement, merci de votre présence. Et écoutez, on aura d'autres événements qui arrivent et puis on compte sur vous pour être là avec nous. Alors, n'hésitez pas à nous appeler aussi et puis à vous impliquer, on est là vraiment là pour vous. Merci Faisal. Pascal. Pascal, merci Pascal. Parlant de Faisal, on lui donne un bisou. C'est ça, on essaie toujours d'être dans tous les événements parce qu'on veut montrer qu'on est nombreux, qu'on est impliqués, qu'on est des militants. N'importe ce qu'on fait, on fait avec amour, on fait avec dédiation et on fait avec des visions. Notre chef, M. Pablo Rodriguez, a nous donné c'est quoi le chemin qu'on va faire. Et c'est promis, on va être avec lui jusqu'au bout. Merci. Et merci beaucoup pour Mme Narges. C'est elle actuellement qui a fait cet événement. Et merci de tout mon cœur. Et tout le monde est le